بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمل أن تكونوا في صحة وعافية أنتم وعوائلكم. سنتحدث اليوم عن 3 عمليات مهمة جدا في الاقتصاد، ولا يمكن التحدث عن الاقتصاد بدون ذكر هذه العمليات. On va voir aujourd'hui 3 opérations très importantes. Donc ces opérations sont la consommation. Plutôt on commence par la production, la consommation et la répartition des richesses. En commençant par la production. Comme vous savez très bien, l'homme cherche toujours à satisfaire ses besoins. Nous avons peu de besoins qu'on peut les satisfaire directement sur la nature, par les biens et services produits qui se trouvent plutôt dans la nature. Et la majorité des besoins, on les satisfait par les biens et services produits. Donc l'homme il est contraint de produire lui-même les biens et services pour satisfaire la majorité de ses besoins. Et la fonction de production s'est organisée dans le cadre de structures spécifiques appelées l'entreprise. Nous avons vu dans le cours concernant les agents économiques que l'agent entreprise, c'est le seul agent qui a une fonction principale qui consiste à la production des biens et services afin de les vendre aux autres agents pour satisfaire leurs besoins. Et l'acte de production, c'est un acte positif, c'est un acte créateur. Il consiste à mettre en œuvre et d'utiliser certains nombres de moyens. Ces moyens, ce sont les facteurs de production. Bien sûr, le but, c'est d'obtenir les biens économiques. Les biens économiques qui sont des biens marchands et sont rares relativement par rapport aux biens libres qui ce sont des biens non marchands et sont disponibles relativement, comme l'air et l'eau par exemple. Donc on va parler sur les différentes sortes d'entreprises. Donc les entreprises, on peut les classer selon divers critères. Par exemple, selon la taille. On peut trouver selon la taille les très petites entreprises ou micro-entreprises. Ce sont des entreprises qui ont un personnel qui ne dépasse pas les 10 personnes, 10 employés. Nous avons les petites et moyennes entreprises. Ce sont des entreprises qui embauchent des travailleurs de 10 jusqu'à 40 pour les petites entreprises et de 50 jusqu'à 250 voire 500 employés pour les moyennes entreprises. Et nous avons les grandes entreprises et les entreprises multinationales. Ce sont des entreprises qui englobent un nombre de travailleurs qui dépasse les 500 travailleurs. Donc ça, c'est le classement des entreprises ou les formes d'entreprises selon la taille. Selon le statut juridique, on trouve des EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. On trouve les SARL, société
à responsabilité limitée, hein, les SPA, sociétés par action, et les SNC, sociétés au nom collectif. Bien sûr, nous avons aussi les entreprises privées et les entreprises publiques. Selon le secteur d'activité, les activités des entreprises peuvent intervenir dans des différents secteurs. Le secteur primaire. Le secteur primaire comprend toutes les activités qui ont une relation directe avec la terre, avec la nature, comme l'agriculture, la pêche, les forêts et les mines. Nous avons le secteur secondaire. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Ce secteur comprend toutes les activités de transformation. Donc c'est l'industrie. Et nous avons le secteur tertiaire. C'est celui qui regroupe toutes les activités de commerce et de service. Et comme le domaine des services, c'est un domaine vaste, donc on parle souvent de secteur quaternaire. Ce secteur qui englobe les entreprises spécialisées dans les services développés, très développés. On trouve par exemple des entreprises de conseil ou des sociétés de conseil, des sociétés de consulting, des bureaux d'études, etc. Donc, dans le secteur quaternaire. Donc, après les différentes formes de l'entreprise, on va parler sur les facteurs de production. On ne peut pas produire sans utilisation de facteurs. Donc, les deux facteurs principaux de la production, ce sont le travail et le capital. En commençant par le travail. Donc, le travail, c'est un effort humain. Il peut être physique ou mental. Les deux types d'efforts sont complémentaires. On peut trouver des travailleurs qui font des efforts physiques, comme les menuisiers par exemple, un maçon, un boulangerie, etc. Et nous avons des travailleurs qui font des efforts mentaux, comme l'enseignant par exemple. Donc pour le travail, nous avons deux aspects. Nous avons l'aspect quantitatif du travail, c'est le volume de l'offre de travail disponible. Donc cet aspect est lié à la population active. Bien sûr, la population active comprend les chômeurs et les travailleurs en même temps. Donc, c'est les chômeurs plus les travailleurs, c'est la population active. Ce sont des personnes âgées de 15 ou de 16 ans jusqu'à 60 ans et qui ont la capacité et qui sont aptes à travailler. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. L'aspect qualitatif du travail. Cet aspect nécessite des compétences particulières. Ces compétences dépendent souvent de la qualification du travailleur. Donc le travail n'est pas une donnée homogène. Et c'est pour ça que nous avons des économistes qui font la différence entre le marché du travail et les autres marchés. Donc ils disent que le marché du travail est différent aux autres marchés, car le service vendu dans le marché du travail n'est pas homogène. Un travailleur, il vend un service de travail différent complètement du service de travail vendu par un autre travailleur. Chaque travailleur il a des compétences et des capacités différentes par rapport à l'autre. C'est contrairement aux autres marchés. Par exemple, le marché des biens et services, le marché des équipements, la machine par exemple qui produit des billets, ce sont les différentes unités, ce sont homogènes, ils ont les mêmes caractéristiques exactement. C'est pas comme le marché du travail.
Donc ça, c'est l'aspect qualitatif du travail. Deuxième facteur, c'est le facteur capital. Donc le capital en économie est tout ce que l'on fabrique comme moyen de production. Mais la notion de capital en général renvoie à une triple dimension. En général, on trouve un capital physique, un capital financier et un capital humain. En commençant par le capital physique. Donc le capital physique est constitué par le capital circulant et le capital fixe. Le capital circulant englobe les biens et services, les biens qui sont transformés dans le processus de production en produits finis, comme les matières premières, les produits semi-finis, les pièces détachées, l'énergie, etc. Donc tous ces biens constituent le capital circulant. Le capital fixe. Donc le capital fixe comprend les biens qui restent une fois la production réalisée. Donc, elle est constituée par les bâtiments, les installations, les machines, etc. Ce sont des équipements qui durent plus d'une année. Ça, c'est le capital fixe. Le capital financier, deuxième type de capital. Donc le capital financier constitué par l'argent dont peut disposer l'entreprise pour acquérir son capital physique. Ça, c'est le capital financier. Donc elle peut avoir un capital financier à partir des crédits auprès des banques et des institutions financières, par les actionnaires pour constituer leur capital, et par l'argent propre de l'entreprise. Troisième type, c'est le capital humain. C'est un type très important. C'est l'expérience accumulée dans l'entreprise sous forme de savoir-faire et de compétences, ou ce sont les capacités intellectuelles et professionnelles de l'individu. Donc ça, c'est le capital humain. Donc en plus de travail et de capital, on trouve d'autres facteurs de production comme les ressources naturelles. Donc ce sont les ressources que Dieu nous a données, dans tout ce que l'homme n'a pas contribué à sa production. C'est la terre et ce qu'elle contient à sa surface de plantes, de forêts et d'animaux, sur son atmosphère de gaz et à son intérieur de minéraux et de pétrole. Donc ça, ce sont les ressources naturelles. Nous avons des économistes qui ajoutent le facteur de progrès technique, le facteur de l'organisation, etc. Donc on peut trouver d'autres facteurs de production. Bien sûr, l'entreprise, c'est l'organisme qui mélange ces facteurs afin de produire des biens et services destinés à la consommation finale ou destinés aux autres agents économiques. On peut trouver des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication des produits semi-finis, qui sont destinés à des entreprises, autres entreprises qui font la transformation de ces produits semi-finis pour produire un produit fini. Donc ça, concernant les facteurs de production. Deuxième opération qui est en relation étroite avec la production, c'est l'investissement. L'investissement consiste à augmenter ou à renouveler le capital de l'entreprise.
Nous avons deux types d'investissement. Nous avons l'investissement immatériel. Donc l'investissement immatériel comprend les frais de recherche, les frais de développement, la formation du personnel, l'acquisition de logiciels, etc. Surtout, toutes ces dépenses constituent un investissement, représentent un investissement immatériel. Nous avons l'investissement matériel. Donc l'investissement matériel correspond aux dépenses faites pour des biens qui seront utilisés dans le futur pour produire des biens et services. Ces biens sont appelés les biens d'équipement ou biens de capital. Les biens d'investissement comprennent aussi les dépenses d'investissement, comprennent aussi les infrastructures et les biens en stock. Donc les stocks sont considérés des investissements. Ils figurent dans les investissements. L'investissement comprend également l'acquisition des maisons neuves par les ménages. Donc c'est la seule dépense des ménages qui figure dans la catégorie des investissements plutôt que dans celle de la consommation. C'est l'acquisition des maisons neuves par les ménages. Il figure dans l'investissement. Donc on dit que la formation du capital se réalise par l'investissement. Pour cela, l'investissement est appelé formation brute du capital fixe. Formation brute du capital fixe. Donc, on va voir dans les cours prochains, Inch'Allah, que la formation brute du capital est égale à l'investissement, est égale à la formation brute du capital fixe plus la variation des stocks. Troisième opération, c'est la consommation. Donc, la consommation peut être définie par plusieurs manières. On dit que la consommation consiste en la destruction immédiate, destruction immédiate ou progressive d'un bien ou d'un service pour satisfaire un besoin. La destruction immédiate, comme par exemple la nourriture. Vous consommez par exemple une unité de pommes. Donc ça, c'est une destruction immédiate. Vous utilisez par exemple un stylo, ça c'est une destruction progressive. Vous utilisez par exemple un véhicule, c'est la même chose, destruction progressive. On peut définir aussi la consommation comme l'utilisation d'un bien ou d'un service à des fins individuelles ou collectives. Nous avons des consommations individuelles et des consommations collectives. Par exemple, si on est dans une salle climatisée, donc la climatisation c'est un service consommé à des fins collectives. Nous avons plusieurs personnes en même temps dans cette salle. Donc la consommation finale en macroéconomie, elle représente la valeur des biens et services, utilisés pour la satisfaction directe des besoins humains, individuels ou collectifs. Donc ces dépenses effectuées par les ménages, soit pour des biens durables, tels que les voitures et les appareils électroménagers, soit pour des biens non durables, comme la nourriture. Et nous avons bien sûr les dépenses pour les services, comme les services de coiffeur, services de dentiste, les services d'enseignement, etc. Maintenant, on va voir les déterminants de la consommation. Les déterminants de la consommation. Donc, nous avons des déterminants économiques et des déterminants non économiques. Les déterminants économiques, les principaux déterminants économiques sont le revenu et le prix. En commençant par le revenu. Donc, on sait tous que la consommation augmente avec l'augmentation de revenus. Mais cette règle n'est pas vérifiée pour tous les biens. Nous avons quelques biens où la consommation
de ces biens diminue avec l'augmentation de revenus. Ce sont les biens inférieurs. Par exemple, la quarantica. Lorsqu'une personne augmente son revenu, il baisse, il diminue la consommation de la quarantica. Il achète d'autres sandwichs, par exemple, sandwich shawarma. Nous avons un autre exemple, par exemple, le lait des sachets subventionnés. La personne, donc si le revenu d'une personne augmente, elle achète, par exemple, Candia, au lieu des laits de sachets subventionnés, etc. Donc nous avons plusieurs exemples pour des biens inférieurs. Donc, en général, la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages diminue avec l'augmentation de revenus. Ça, c'est la loi d'Engel. C'est le nom de statisticien allemand qui a le premier montré cette relation dès le milieu du 19e siècle. Donc nous avons dit que la consommation est en relation étroite avec le revenu. C'est pour ça on trouve que John Maynard Keynes, l'économiste britannique, a expliqué dans son ouvrage en 1936 la consommation, la consommation nationale en fonction de revenus courants. Et cette fonction est basée sur la loi psychologique fondamentale de Keynes. Cette loi qui dit que la consommation augmente avec l'augmentation de revenus courants, mais moins proportionnellement. Ça veut dire toujours l'augmentation de revenus est supérieure à l'augmentation de la consommation. Deuxième déterminant économique, c'est la richesse des ménages. Donc, entre le revenu, les ménages peuvent avoir d'autres ressources de richesse. Donc, la richesse englobe tous les revenus que l'individu espère obtenir aujourd'hui et dans le futur en fonction de son patrimoine. Donc, c'est pour ça Friedman parlait ainsi de revenus permanents. Selon Friedman, les agents font des plans de consommation pour une durée assez longue. Parce que Keynes, il fait son analyse à court terme. Et Friedman parlait de revenus permanents. Et les agents, selon Friedman, font des plans de consommation pour une durée assez longue. Et pour déterminer leur consommation actuelle, il se fie non à leurs revenus présents, mais à leurs revenus permanents. Donc les ménages peuvent avoir des revenus primaires et des revenus secondaires. Les revenus primaires comprennent les revenus d'activité comme les salaires, les travailleurs qui peuvent avoir des salaires, et le travail indépendant. Nous avons le travail indépendant. Nous avons les revenus de patrimoine, comme la location de maisons, la location des appartements, des locaux, la location des terres, etc. Et bien sûr, nous avons les revenus secondaires, les transferts, qui sont versés par l'État aux ménages pauvres, pour faire un équilibre de la distribution de la richesse. Nous avons le troisième déterminant économique de la consommation qui est le prix. Donc on sait tous que la demande et la consommation diminuent lorsque le prix augmente. Donc la consommation varie en sens inverse de prix, à l'exception de quelques produits qu'on va les voir dans le chapitre concernant la demande et l'offre. Et comme le revenu, la sensibilité des quantités consommées au prix s'exprime par l'élasticité prix. Ça veut dire la variation relative ou un pourcentage de la quantité consommée sur la variation relative ou un pourcentage des prix. Maintenant, on passe au déterminant non économique.
Donc, les déterminants non économiques, nous avons plusieurs facteurs sociologiques et psychologiques qui exercent une influence sur la consommation des ménages, comme la classe sociale, la catégorie socio-professionnelle, l'âge, le sexe, etc. Donc, dans ce point, on trouve un autre savant qui est Dusanbry, qu'ils disent que la relation entre les grandeurs absolues et non point entre les grandeurs relatives, qui a fait Keynes entre la consommation et le revenu est erroné. Donc selon lui, le modèle keynésien est un modèle erroné. Donc, Dusanbry estime que le comportement de consommateur est guidé avant tout par la comparaison de son revenu avec d'autres revenus. Donc, selon lui, la consommation d'une personne est reliée, est affectée par la consommation des voisins. Donc, il propose pour l'analyse de la consommation une fonction fondée sur l'hypothèse dite de revenu relatif. Et la consommation, selon Dusanbry, est affectée par le revenu moyen du groupe de ménages considéré. Merci pour votre attention. J'attends vos réponses, j'attends vos remarques et vos questions dans les commentaires et à très bientôt. Merci.